Je vais inviter les intervenants à cette table ronde de clôture avant le cocktail. Giovanni Lamana, Ursula Bassler, Frédéric Bordry, qui est le directeur des accélérateurs et de la technologie au CERN, et Denis Varachin. Donc nous avons une personne qui n'était pas là tout à l'heure dans les interventions, mais qui est là, Denis Varachin. Donc Frédéric Bordry, que je viens de présenter. Je vais vous donner les micros. Donc un premier micro, là, et un deuxième qui arrive. On va essayer de rattraper un peu de retard, mais sans édulcorer le débat nécessaire. Moi, j'ai une première question. Il n'y a plus le... Bon, une première question. Ça a été évoqué par de nombreux responsables avant sur la période que nous vivons autour de l'obscurantisme. Tout le monde sait que les fake news se diffusent à vitesse grand V un peu partout. On parle du rapport de la science et de la société. Et les présentations que vous avez faites, Ursula Bassler et Giovanni Lamana, on sait que le grand public est fasciné par ce dont vous parlez, sans beaucoup comprendre la réalité, voire les implications, mais il y a une fascination. Et en même temps, le message scientifique, aujourd'hui, a du mal à passer. Alors c'est le sens, évidemment, de l'inauguration de cet espace, mais quel est votre premier regard? Parce qu'on parle des défis de la recherche. Le défi de la recherche, on est dans une société où l'information circule vite, et malheureusement, souvent n'importe comment. Et je donne l'exemple le plus célèbre sur les vaccins. Hein. Il y a encore eu des choses récemment vraiment de l'ordre des fake news. On peut toujours avoir des débats, mais de l'ordre des fake news. Donc comment, comme scientifique, vous voyez le rôle des chercheurs, des chercheuses, pour faire évoluer et peser tout compte fait dans la société, comme on l'a vu avec l'exposé d'Ursula Bassler sur les scientifiques au début du siècle, du XXe siècle, pardon, qui ont pesé pour imposer des choses, qui ont pesé dans le débat sociétal. Je ne sais pas qui veut commencer. Comme j'ai pas parlé jusqu'à présent. Voilà. Mais j'ai d'autres questions pour vous, Frédéric Bordry. Non, mais je pense que c'est exactement ce qui a été fait ici à Utopia. Et j'en profite parce qu'à chaque fois, il faut montrer et montrer. Effectivement, la société demande beaucoup aux experts et en même temps, elle ne croit pas les experts. Donc, on demande souvent à dire aux experts votre avis. Et dès qu'on est expert, on est suspect parce qu'on a travaillé avec un certain nombre de choses. Je crois que nous, en tant que scientifiques, ce qu'il faut, c'est montrer ce qu'on fait. Et j'en profite, parce que j'ai la parole, de dire que ça n'a pas été mentionné, mais on a des journées portes ouvertes au CERN ce week-end, 14 et 15 septembre, où on attend plus de 80 000 personnes. C'est une bonne chose aussi de montrer au grand public, montrer aux décideurs, aux politiques ce qu'on fait. Et le thème, c'est explorer le futur avec nous. Donc c'est pour ça. Et je pense que plus on montrera, plus les scientifiques s'ouvriront, expliqueront avec leurs mots, en comprenant les choses. Je sais par exemple, on a eu des formations entre comment parler aux politiques, comment parler aux diplomates. Et je pense que c'est important. Comment parler aux politiques? Ils sont là, on verra après, on fera un examen. Je crois que c'est important. Et comment parler au grand public. Et je pense qu'il faut prendre n'importe quelle occasion pour pouvoir participer à des conférences, pouvoir ouvrir nos laboratoires, ce qui n'est pas toujours facile, puisque le CERN, on ouvre quand on n'a pas de physique, donc tous les 5-6 ans. Mais c'est fondamental de participer à tout événement pour montrer. Et après, je crois qu'il faut travailler ensemble, voir comment on peut... Bon, les fake news, je crois qu'on ne les évitera pas. Mais essayer de redorer ceux d'experts scientifiques et essayer de montrer comment les experts scientifiques, basés sur leur savoir, peuvent aider les décideurs et les politiques. Ursula Bassler. Merci Freddy pour ces pensées qui sont tout à fait justes. Je voudrais juste rajouter un petit mot où je pense que les chercheurs sont vraiment sollicités à réfléchir comment communiquer au grand public. Parce qu'effectivement, nos recherches, comme j'ai essayé de vous montrer, ils sont fantastiques. Je veux dire, ils sont incroyables, ils sont fous. Ouais. Et alors, il faut être très précis pour montrer que ce n'est pas n'importe quoi. Je veux dire, on ne peut pas inventer ça. Il y a un travail derrière qui est extrêmement précis, qui est extrêmement rigoureux. Et comment distinguer de la vraie science des histoires loufoques, ça c'est vraiment un immense travail aussi des communicants pour faire attention à ça, quoi.
Giovanni Lamanna, vous avez présenté dans votre exposé les applications. Moi, j'ai découvert des choses, bon, j'en connaissais quelques-unes, mais sur les cellules souches, etc. Est-ce que c'est pas par là l'entrée un peu non seulement pour le grand public, mais pour les politiques, pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec ces sujets que vous maîtrisez à la perfection, nonobstant le doute qui vous habite en permanence, est-ce que c'est pas par là qu'il faut prendre aujourd'hui le sujet ? Pas exclusivement, dans le sens qu'il ne faut pas tomber dans le risque de devoir trouver d'autres arguments pour attirer l'attention sur le sujet qui est le nôtre. Ça, il faut rester chercheur, il faut rester ce qu'on est. Comme dit Freddy, il faut se former quand même à la communication, on n'est pas formé. Raconter, par contre, quand je vous disais à quoi sert-elle la recherche, au cours des dernières années, on a eu diverses occasions de rencontres avec la société ici. C'est clair que raconter les ponts entre ce qu'on fait dans la physique des particules et ce qu'on peut faire dans les autres disciplines. La partie appliquée, oui, parle un peu directement, mais je ne pense pas qu'il faut utiliser des stratagèmes. Il faut rappeler... vous savez, c'est toujours très intéressant d'avoir un talk historique, comme une présentation historique comme celle de Ursula, qui est bien dans le contexte du 80 ans du CNRS. Néanmoins, je crois qu'à la base, et c'est quand même l'action même de Ursula dans sa présentation, on ne peut pas se limiter à raconter les moments importants de l'histoire de la recherche et raconter ces prix Nobel. Il faut qu'on raconte tous les jours de ce qu'on fait, les mesures qu'on fait, les avancées. Et il faut savoir, oui, raconter, mais il faut aussi changer, se former. Freddy dit bien, il faut quand même sortir de l'orthodoxie. Et je dis aussi, d'un côté, les chercheurs, ils doivent savoir que, oui, il y en a certains, c'est une fraction limitée, qui ont une vocation pour la communication, mais j'ai essayé d'expliquer que l'engagement de la société peut avoir différents volets. Et donc, il faut sortir de l'orthodoxie selon laquelle, non, je suis un chercheur de physique fondamentale, je reste au sommet de mon excellence et dans mon laboratoire. Il faut ouvrir les portes de soi-même, et pas seulement celles du laboratoire. Et nous, on pousse les frontières de la connaissance, on pousse les frontières des applications technologiques. On a un engagement pour pousser au-delà aussi les frontières de notre société et de l'humanité, je pense. Denis Varachin, comme président d'université, vous avez la double mission, formation, recherche, la triple même avec l'innovation. Enfin, je passe sur toutes les missions qu'on a confiées par ailleurs aux universités, mais on va dire cette mission formation-recherche. Comment, peut-être comme historien d'ailleurs, envisagez-vous cette question du rapport de la science, qui peut être aussi la science humaine et la science sociale, au grand public, aux décideurs, sachant que la recherche, c'est du temps long dans toutes les disciplines. Dans toutes les disciplines, c'est du temps long et du non prévisible par nature. Bien, merci pour cette question qui est extrêmement simple. Donc, nous allons y répondre en quelques minutes avec tout un ensemble d'entrées diverses et variées, puisque on n'arrête pas de rappeler mes origines historiennes depuis cette matinée. Et puis, il y a ce thème des deux infinis, quand même, qui était là. Même si l'historien n'a pas lu Pascal depuis un certain temps, il habite quand même en face d'une église, dans mon petit village de Haute-Savoie. Et à travers ce qui a été dit, dans les relations, on va dire, entre la science, expertise, la vérité, etc., il faut voir aussi d'où vient cette science avec tout un parcours qui est là derrière. L'historien aussi que je suis a commencé sa carrière à Ferney-Voltaire. Et comme son nom l'indique, on a un autre philosophe qui est là, qui a écrit Micromégas, si mes souvenirs sont bons. Et là aussi, on a deux sortes d'infinis, en tout cas un infiniment grand et un infiniment petit, qui se côtoient et qui amènent à réfléchir. Et cela renvoie à ce que vous me disiez, c'est-à-dire que sciences sociales et humaines et les autres sciences, et notamment la physique qui est à l'honneur ce matin, ont sans doute tout intérêt à se rapprocher, à dialoguer entre elles pour éviter un certain nombre d'écueils qui ont été évoqués. Et en particulier, j'irai à la fois dans le sens de ce qui a été dit, mais avec peut-être une sensibilité un peu différente, je crois que l'expert, c'est aussi un écueil.
comme on a pu le voir. C'est aussi un écueil parce que parfois, en toute bonne foi, il peut se tromper, cet expert. C'est aussi un écueil parce qu'il peut être prisonnier de son temps. Moi, habitant sur cette frontière depuis très longtemps, quand il y a eu la catastrophe de Tchernobyl, je mettais la télé suisse romande et on me disait tout le monde aux abris, ne buvez plus de lait, ne mangez plus de rhubarbe, etc., etc. Et puis, du côté français, il y avait aussi un autre discours qui était tenu à ce moment-là. Donc, je dirais peut-être pas l'expert, mais les experts, c'est-à-dire dans la confrontation intellectuelle qui est la nôtre, voilà, qui peuvent en effet apporter la vision nécessaire à cela. Et c'est là où, pour rejoindre le dernier aspect, être président d'une université, c'est d'autant plus formidable, et Lise le sait bien, puisqu'elle vient d'une université SHS pure et dure, et elle est passée à une autre forme d'université, c'est-à-dire une université pluridisciplinaire, comme quoi la pluridisciplinarité est extrêmement importante. Et les deux éléments fondamentaux que nous avons à tenter de marier en tant que chef d'établissement, c'est à la fois cette pluridisciplinarité, assurer ce dialogue, et puis assurer le lien en effet, entre formation et recherche, parce que derrière chaque chercheur, il y a en fait un jeune qui a été formé et qui a été formé de la meilleure manière possible. C'est la raison pour laquelle je crois beaucoup, et vous le savez, puisque bon, certes je suis président de cette université, mais aussi de l'OREF, au lien très fort qu'il y a entre formation et recherche, et je crois qu'il faut absolument qu'on arrive à conserver des universités équilibrées entre la recherche et la formation. Merci Denis Varachin. Donc on a fait un peu cette séquence sur l'obscurantisme. On ne va pas y passer toute la table ronde, mais je pense que c'était un rappel important. Une chose m'a interpellé dans l'intervention de Frédérique Vidal. Je crois qu'elle a commencé quasiment par là sur le pari du territoire. Je crois que ça va être un des enjeux de la loi recherche sur le lien recherche et innovation. En discutant avec Frédéric Bordry, et ça fait référence à l'intervention de Giovanni Lamana, sur les défis technologiques qui sont ceux du CERN et plus généralement de la recherche, Giovanni disait une partie de ce que nous créons, ce que nous développons pour la recherche, en propre pour la recherche, sert sur le reste. Mais est-ce qu'on est condamné aujourd'hui à avoir partout des coûts exponentiels en matière de défis technologiques pour la recherche? Est-ce qu'en fait on va vers plus de grands équipements qui derrière profiteront? On l'a vu aussi, ce que disait Ursula Bassler, sur les millions de francs suisses qui ont impacté. Est-ce qu'il y a cet enjeu-là dans le cadre des recherches qu'on voit en physique? Je ne veux pas aborder les autres disciplines, mais en physique, c'est vraiment des gros équipements. On est loin d'Einstein avec son crayon, si j'ai bien compris. Frédéric Bordry, sur ces défis technologiques, puisque vous travaillez sur ces accélérateurs et les défis technologiques au CERN. Tout à fait. Bon, on a des accélérateurs qui existent, et effectivement, comme on a été dit, le LHC, c'est une grande machine, 27 km, qui va être opérée jusqu'en 2040, et il faut voir après 2040. Il y a malheureusement un paradoxe de la physique, c'est plus on veut voir petit, plus faut penser et construire grand. C'est comme ça, vous voulez voir une fourmi, vous prenez une... Et donc plus ça coûte cher. Coûter cher, c'était relatif, ça. Hein, c'est vous qui l'avez dit, moi je n'ai pas dit que ça coûtait cher. Il faut comme plus il faut investir. Non, et je crois que ça a été dit par Ursula au début, il faut voir que l'argent qui est investi, moi je lui parle d'investissement dans ces grands appareils, retourne, ce n'est pas de l'argent qu'on brûle, c'est l'argent qu'on investit dans l'industrie européenne de haute technologie. Donc ce sont des investissements continus. Moi je me rappelle le moment où on parlait en France du programme de stimulus de la recherche. Les grands instruments sont des projets structurants qui stimulent les industries de haute technologie. Donc c'est ça qui est beau, et ce qu'on a parlé, c'est que le CERN, organisation internationale qui rassemble 14 000 utilisateurs qui viennent de partout au monde pour faire leur recherche, on est ancré dans le territoire de la région et de la Suisse, et qui développe des grands instruments. Mais ces grands instruments, il ne faut pas toujours dire ça coûte cher. Ça coûte un certain prix, mais ce sont de l'argent investi et qui retourne dans l'industrie. Ça, c'est fondamental de le voir. Et quand on regarde derrière, on voit que tous ces grands investissements ont été transférés et ont permis des grandes avancées. Que sans la recherche, sans les grands instruments, on n'aurait pas de téléphone portable, on n'aurait pas un certain nombre de choses qu'on utilise tous les jours. Et je pense que les grandes recherches technologiques qu'on fait, par sérendipité, je prends le pari que ce seront les grandes découvertes technologiques et les grands transferts à la société.
Vous avez parlé, on peut parler devant le président Accoyer de toutes les applications médicales, et je pense que c'est fondamental, ce sont des investissements pour la société dans le futur. Sans parler de l'éducation et de tous les jeunes qui se forment sur ces grands projets structurants. Ursula Bassler, sur ces défis technologiques et l'apport à la société. Il est clair que sans rupture technologique, il n'y a pas non plus d'avancée en sciences. Et si vous mentionnez Einstein avec son crayon, oui, il avait un crayon, mais derrière, il y avait plein d'expériences qui prouvaient que ce qu'il écrivait comme théorie était aussi juste. Et c'est justement ça, la démarche scientifique, qui est différente de l'obscurantisme. Avec un crayon, tout le monde peut écrire n'importe quoi. Avec les expériences vérifiées que c'est correct, ça c'est un autre défi. Maintenant, sur la taille des instruments, certes, ils croivent. Bon, oui, je ne sais pas quoi dire, mais quand on regarde proportionnellement, je crois que la LHC était aussi chère que les machines construites dans les années 70 parce qu'il y a eu un progrès dans le savoir-faire, dans l'industrialisation de ces composants. Et donc, au mètre linéaire, il est nettement moins cher que tout ce qui était fait avant. Il y a, je pense aussi, encore un autre aspect, mais je viens de le perdre dans ma tête. Non, pas sur l'infiniment. Non, c'était pour les infrastructures. Ce qu'on voit aussi, c'est que la physique était, et la physique des particules en particulier, je pense, était précurseur sur les grandes infrastructures. Mais leur effet structurant est maintenant visible, je pense, dans beaucoup d'autres disciplines. Et on peut bien payer des chercheurs, s'ils n'ont pas des instruments pour faire leur recherche, à quoi ça sert? Et donc, dans ce sens-là, je pense que vraiment les grandes infrastructures de recherche ont un rôle fondamental. Et les appuyer, c'est important. Si la Chine exprime aujourd'hui un intérêt à construire un grand accélérateur, peut-être on devrait réfléchir pourquoi ils feront cela. Oui, donc influence sur l'ensemble des disciplines, on pense notamment aux sciences du vivant, il y a des exemples sur les IRM, etc. Alors Giovanni Lamana, la France est dans une situation un peu particulière, je veux pas, c'est pas pour engager une polémique sur le financement de la recherche, mais on a un financement du PIB recherche qui est de 2,29, l'Allemagne est à 2,9, se fixe l'objectif de 3,5. Oui, 2,9, alors ça dépend des derniers chiffres, mais en disant, ils sont largement au-dessus, je ne parle pas de la Corée du Sud, évidemment, qui est passé d'un statut de pays sous-développé au statut de pays développé par ses investissements dans l'enseignement supérieur et la recherche. Mais un des aspects de votre exposé était le campus de l'innovation. Donc en fait, c'est de réunir les forces, valoriser la recherche, mais quand on regarde les chiffres français, en fait, il y a un déficit surtout sur la recherche du côté des entreprises. Problème vaste, avec plein d'interprétations possibles. J'ai personnellement la mienne, mais on pourrait débattre à l'infini. Mais en tout cas, c'est ce qui fait la différence avec l'Allemagne. Hein, il y a 0,2 points pour la recherche publique, mais l'écart est surtout sur la recherche privée et le lien académique-entreprise. Votre projet, les retombées, la promotion de la science, etc. Mais derrière, j'ai bien entendu ce que vous proposiez. Comment vous pouvez agir sur le territoire pour faire changer ces choses-là? Peut-être que sur Annecy et le Grand Annecy, il y a déjà des liens plus étroits qu'ailleurs, hein, et en Auvergne-Rhône-Alpes aussi. Là, Jean-Michel, je sens les poids de devoir donner des pistes et des suggestions au gouvernement. On n'est pas là. Hein. Mais bon. Non, aux entreprises. Sur le lien entre le monde académique et les entreprises. Les considérations basées sur notre expérience au quotidien et peut-être des ambitions ou des visions, comme j'ai essayé de vous les raconter. Je pense que c'est banal de dire que c'est clair qu'il faut augmenter l'investissement dans la recherche. Et je l'ai dit dans un contexte international européen où il y a toujours les risques de décrochage de notre pays. Et par contre, ne faisons pas des comparaisons avec tous les pays. Il faut regarder les autres pays, l'Allemagne, d'autres pays. L'Europe, dans l'ensemble, oui, elle est compétitive, mais risque de perdre terrain. Et une piste, c'est là de rapprocher davantage la recherche et l'éducation. Yannick l'a mentionné, la nouvelle commissaire Maria Gabriel est nommée commissaire
innovation et éducation. Et là, donc, tous les donc portefeuilles. ce n'est pas juste pour faire la référence à la Commission européenne, c'est de dire que les pays membres de l'Union européenne vont s'accorder, ils se sont accordés pour une stratégie, une politique, les deux choses doivent aller ensemble. L'autre aspect, et donc l'importance de la formation et de la recherche, et les leviers recherche pour former, pour éduquer davantage à différents niveaux. Dans notre territoire, dans notre dimension de laboratoire, c'est ce que nous souhaitons faire pour le futur avec ces actions. Mais pour venir aux entreprises, c'est évident que c'est toujours un terrain très difficile pour la recherche fondamentale. La chose la plus facile est de raconter ce qu'est l'histoire, les pédigris de la physique des particules du CERN. Et comme il disait Freddy, on ne peut pas nier que pour chaque euro investi, il y en a un certain nombre qui revient dans l'innovation, dans l'emploi, dans l'industrie avec nos recherches. Néanmoins, d'autres secteurs sont plus, j'utilisais un terme qui n'est pas trop cher aux chercheurs, sont plus appliqués, ont des retombées plus appliquées, innovantes que la recherche en physique, plus généralement parlant. Néanmoins, quand je vous parle des campus, c'est en fait quelque chose qu'on lit et qui est un mouvement global. Et je l'ai mentionné en s'inspirant du CERN, du modèle CERN, pour toutes les autres grandes infrastructures. Et Urs l'a mentionné, c'est maintenant dans toutes les disciplines, vous-même, c'est dans toutes les disciplines. Ces modèles-là, on cherche de mettre ensemble recherche et innovation pour maximiser l'impact est désormais une règle qu'on essaie d'appliquer. Après, à l'échelle globale, à l'échelle locale, à l'échelle d'un laboratoire, dans notre dimension, nous pouvons faire quelque chose. Alors là, j'évoque le fait que je ne le dis pas pour les remercier encore une fois, c'est leur mission et c'est leur politique, les décideurs, les représentants de notre institution locale. Mais j'assiste et je participe à leur initiative de mettre autour de la table les entreprises, ainsi les entreprises du secteur, les porter à dialoguer avec nous, avec les laboratoires. Nous sommes curieux et après, on assiste aussi en discutant avec les services de mon laboratoire, les services techniques, les responsables des services, en fait qu'on a un dialogue entre les regroupements thématiques, par exemple en électronique, des ingénieurs qui travaillent dans l'R&D des différentes entreprises et les ingénieurs de l'électronique de notre service. Et dans ces dialogues-là est née aussi la constatation, en fait, que peut-être on doit passer au-delà des clivages, casser les barrières et imaginer, voilà, un open space, un endroit, un site, ici peut-être dans les laboratoires, où des ingénieurs des entreprises, de la filière R&D de leur entreprise, passent un peu de temps avec nos ingénieurs parce qu'ils sont flattés, ils sont curieux et impressionnés quand ils voient la recherche qui est menée, le développement des frontières qui sont menées là. Par contre, nos collègues dans les services techniques du laboratoire sont aussi intéressés au dialogue et comprendre à la fois l'approche qui est finalisée à la production, l'optimisation de la production, parce qu'on a aussi des productions en série quand on doit construire un grand détecteur avec différents canaux de lecture. Donc, vous voyez, ça sont des exemples. L'autre exemple, c'est pour les domaines de l'informatique. On l'a évoqué, on discute avec les conseils régionaux. Il faut absolument utiliser la plateforme numérique qui est aussi savoir-faire numérique parce que la révolution des données demande des infrastructures à grande échelle et de plus en plus, mais nous pouvons participer à raconter ce que sont nos use cases, nos cas d'utilisation, nos solutions, comment nous les abordons et former les nouvelles figures, les nouveaux profils professionnels qui n'existent pas et sont très demandés dans les entreprises. Comme ça, on ne risque plus l'accrochage et peut-être ce sont des solutions. Je pense que pour finir, il faut mentionner qu'il faut une bonne dose de subsidiarité. Il faut quand même, en approche en anglais bottom-up, nous laisser un peu de périmètre et un peu de moyens. Et là, je garde encore quelques secondes la parole, ça me vient en tête aussi les discours à la fois de Madame la ministre et de Monsieur le Président du CNRS Petit lors de cet événement d'inauguration en janvier des célébrations des 40 ans, de 80 ans du CNRS. Est important d'apporter des moyens aussi davantage, revoir, pour donner importance au ressort, au périmètre des directeurs d'unité, parce que tous les directeurs du CNRS étaient conviés. Et je pense que c'est ça.
dans un côté... Une politique de proximité, de plus grande proximité. Les moyens pour les recherches, oui, mais il faut leur donner un peu plus d'autorité et un peu plus de moyens pour porter avec les collectivités. Là, je pense qu'on est heureux, dans le sens qu'on est fortuné d'avoir un très bon dialogue et un partenariat. Je pense que ça peut arriver dans tous les départements, dans toutes les régions, si, comme Antoine Petit le souhaite, les directeurs d'unités et les unités sont mis en avant et participent dans cet aussi volet de diplomatie scientifique aux enjeux nationaux. Alors, une question pour Denis Varachin. Moi, de ce que je constate en permanence à Paris, en discutant avec des responsables, je ne parle pas simplement du ministère de l'Enseignement supérieur, hein, mais c'est une vision des entreprises qui est très CAC 40, quoi, les grosses entreprises, comme si seules celles-ci existaient. Ils rencontrent les directions R&D, on les connaît, Thales, Plastic Omnium, etc. Mais on en avait discuté, le tissu économique local, mais c'est vrai ici, c'est vrai partout, constitué de PME qui n'ont pas forcément une structuration qui leur permet d'accéder à la recherche, à la technologie, de la même manière que les grands groupes. Alors l'université, c'est aussi une université de proximité qui est pluridisciplinaire, on va dire. Comment vous voyez cet impact dans la société au niveau économique, transfert ? Tout à fait. Alors en fait, il y a un double mouvement. Hein. D'ailleurs, on le voit très bien dans le titre que Giovanni a pris, c'est-à-dire qu'il y a une demande qui vient de la société et le traitement de cette demande par la recherche, par les scientifiques, aboutit à avoir un certain nombre de conséquences. On va dire sur ce territoire, ça m'inspire trois remarques. La première, c'est que nous avons ici un écosystème qui est tout à fait exceptionnel dans les relations entre le monde académique, les élus. On parlait tout à l'heure du Conseil Savoie-Mont-Blanc, mais on pourrait parler aussi des grandes agglomérations. Annecy est à côté de l'université depuis très longtemps. Chambéry, puisque la Savoie existe, hein, encore, vient de prendre également la compétence enseignement supérieur hein, dans ce domaine, et Aix-les-Bains devrait faire de même. Je pense qu'à ce titre-là, ce territoire mériterait d'être considéré sans doute comme un territoire expérimental qui aurait beaucoup à apporter au niveau national. Et en particulier, ce qu'a dit Giovanni pour les relations avec les entreprises, ce sont des relations qui ont été très très largement apportées et organisées par notre club des entreprises, qui va bientôt avoir une 30aine d'années, et par notre fondation. Par rapport à ce monde entrepreneurial, en effet, il y a des petites et moyennes entreprises, plutôt en Savoie. Mais ici, en Haute-Savoie, on a beaucoup d'entreprises de taille intermédiaire. Hein, quand on parle de la petite Allemagne, hein, parfois, au moins pour certaines parties de ce département, on a tout un ensemble de leaders européens et de leaders mondiaux qui sont présents. Je ne citerai qu'un seul exemple. À l'origine du Club des entreprises, c'est l'entreprise Somfy. Qui est là derrière. On a tout un ensemble d'entreprises au Savoyard, sans doute moins d'entreprises savoyardes à cause justement de cette taille. Et c'est vrai qu'il y a une vraie difficulté pour y parvenir. Bon, après, derrière votre question, l'autre soutien que peut attendre une université comme la nôtre, c'est le soutien de l'État et du CNRS, puisqu'on parle là d'un grand organisme national. Alors c'est vrai qu'il me semble qu'il y a un journaliste qui a écrit dans un de ses blogs relativement récemment qu'on allait de défaite honorable en défaite honorable depuis un certain temps, c'est-à-dire qu'il y a une politique qui a refusé de voir la différenciation qui existait entre les établissements et qui a considéré que big is beautiful, et on a concentré tous les moyens sur un certain nombre de grands établissements. Nous ne faisons pas partie de ces établissements, comme l'a fait remarquer le vice-président de DEUR. Il y a 2 IDEX et un ICIT, et la région est très contente de dire qu'il y a 2 IDEX et un ICIT. Oui, mais c'est très curieux, il y a également une autre université qui est là, qui obtient d'excellents résultats, qui se différencie, qui, dans le profil qui est le sien, obtient sans doute les meilleurs résultats sur ce territoire national et qui n'est pas prise en compte, ou peu. En tout cas, on vient d'obtenir de bons résultats dans le cadre du PIA. Mais c'est vrai qu'on a aussi une politique régionale qui a tendance à accompagner la politique nationale plutôt qu'à d'essayer peut-être de rééquilibrer par moment tout cela. Donc vous aurez la parole tout à l'heure, cher Yannick. Voilà. Mais je crois qu'actuellement, à travers un certain nombre de déclarations, on est en train de se rendre compte qu'il y a quand même
un renouveau d'une approche peut-être plus diversifiée aujourd'hui de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et cette matinée et bientôt cet après-midi, même d'ailleurs nous y sommes, permet de s'apercevoir que dans des universités comme les nôtres, il y a des laboratoires d'excellence qui sont là, adossés à des plateformes qui sont tout à fait exceptionnelles. Et je crois que notre pays, globalement, gagnerait à mieux prendre en compte toute cette qualité qui se diffuse sur l'ensemble du territoire. Bien, on va s'approcher de la conclusion, mais peut-être une question pour finir. Quel est pour chacun d'entre vous le défi principal de la recherche vis-à-vis de la société? Parce que c'est notre thématique de ce matin, de cette matinée. Le défi principal de la recherche vis-à-vis de la société. Pas le défi simplement scientifique, hein, le défi de la recherche. Frédéric Bordry. Je vais commencer par prendre une citation, parce que vous avez de Bernardo Housset, qui était prix Nobel de médecine en 1947, argentin, qui disait « Il n'y a pas de science appliquée s'il n'y a pas de science à appliquer ». Donc le défi, c'est ce qu'on a discuté tout à l'heure, c'est de convaincre les politiques, mais aussi la population, qu'on a nécessairement de la recherche fondamentale, et c'est grâce à la recherche fondamentale qu'on aura, par SMH, de la recherche appliquée, des transferts à la société, des emplois pour nos enfants de demain, et que l'Europe peut garder ses leadership. Donc de penser à ces deux pôles, la recherche fondamentale pour avoir de la recherche appliquée. Si on ne fait que de l'innovation et que de la recherche appliquée, au bout d'un moment, on n'aura plus. C'était le sens du discours de Jean-Pierre Bourguignon à l'ERC. Je suis tout à fait d'accord avec Jean-Pierre Bourguignon. Ursula Bassler. Oui, comment commencer? Je pense qu'il y a deux sources, deux fondements de la création de richesses dans nos sociétés. Un fondement, c'est tout ce que la terre nous donne en agriculture, en pêche, en fait qu'on a à manger. L'autre, c'est ce qu'on invente, nos idées. Et je pense que c'est important de bien protéger les deux. Aussi bien d'assurer qu'on aura toujours à manger, et d'autre part, assurer que les cerveaux de nos futures générations fonctionnent bien aussi. Et là, bien sûr, nous, chercheurs, on a aussi une responsabilité de faire le nécessaire pour qu'on forme les jeunes correctement, pour qu'ils continuent à s'investir dans la recherche des nouvelles idées. Notre métier à nous, c'est de donner nos têtes pour y penser. Et je pense que tout le reste, c'est du travail. Voilà. Et on s'applique aussi à le fournir. Merci. Giovanni. Naturellement, je m'associe totalement à ce que les deux amis viennent de dire. Peut-être, moi, personnellement, je dirais qu'un souci, une pensée, c'est, étant un père des jeunes enfants inscrits au collège, j'ai pensé à deux choses. La première, c'est l'explosion démographique globale. Non? Et je pense que l'ouverture vers la société, c'est aussi un engagement de formation et d'éducation est très important pour les deux aspects, les questions fondamentales, les fragilités de l'être humain et de la planète, mais aussi tout ce qu'on peut améliorer dans notre quotidien avec les applications. Après, j'ai en tête un autre exemple. Savez-vous, vous avez mentionné Einstein. Hein? Vous avez mentionné Einstein. Savez-vous à quel âge Einstein a rencontré pour la première fois un physicien, un chercheur? À 30 ans. Il avait déjà publié sa première publication avec un pilier de la théorie de la relativité. C'était un jeune enfant à 16 ans qui ne trouvait pas de place à l'école. Il devait suspendre. Il avait interrompu son cursus. Et pour finir, j'ai lu un peu sa biographie. Einstein, c'était un jeune homme de 16 ans qui s'est posé des questions simples et avec sa lucidité et son génie, pour répondre de manière simple et découvrir des choses qu'on ne connaissait pas et qui font les piliers de la théorie de la relativité. Par contre, la première fois qu'il rencontre des chercheurs est à 30 ans. C'est à 30 ans qu'il est invité dans une conférence pour parler de sa publication et rencontrer les chercheurs. Deuxième anecdote, on avait
la visite des enfants de quelques familles de Paris, et il fallait trouver en urgence une manière de les conduire pour visiter les Cernes. Et j'ai donné ma disponibilité, Bernard s'en rappellera. J'ai conduit ces deux étudiants, et puis on était dans un groupe aussi avec un lycée de Londres, du Royaume-Uni. Et autant les questions que j'entendais de ces étudiants, de ces élèves des collèges et lycées de Londres et de ces deux élèves des collèges et lycées parisiens, je me disais, mais moi, à leur âge, je suis quand même un physicien, mais moi, à leur âge, je ne connaissais pas ça. Et il me pose la question sur la supersymétrie. Je dis, mais comment vous connaissez? Et la réponse est, ben non, mais je disais, mais les programmes donc, au collège, n'étant pas français, même si maintenant je les suis devenu, mais bon, je ne connais pas les systèmes de formation en France. Je dis, mais dans les programmes ministériels, vous parlez de la supersymétrie? La réponse est, ben non, sur Internet. On est curieux, on découvre. Donc, les deux exemples de ces étudiants de 2019 et Einstein, quand il avait 16 et puis 30 ans, me font dire que nous devons nous ouvrir davantage parce que les moyens existent déjà, Internet existe déjà, les génies, même un génie comme Einstein, on fait tous les siècles, ça suffirait, mais je pense qu'il y en a plus que ça. Mais je pense qu'il y a beaucoup de sources de déviations pour l'application de ces génies dans des parcours qui ne sont pas exactement les parcours qui participent à pousser les frontières de la connaissance et la survie de l'être humain. Merci Giovanni. Denis Varachin. Eh bien, on va terminer par Pascal, puisque l'homme est un roseau pensant. Je crois que ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut penser la science, il faut croire la science et il faut aimer la science. Et pour cela, et pour qu'elle puisse se développer dans les meilleures conditions, eh bien, on a besoin d'un environnement. Cet environnement, on a beaucoup insisté, et moi le premier ce matin, y compris avec la région à l'instant web, il y a des conditions matérielles, bien entendu. Il faut arrêter avec les 192 heures pour les enseignants-chercheurs si on veut avoir un vrai lien avec les organismes. C'est une aberration qu'on est à peu près les seuls en France à réaliser. Donc redonnons du temps aux uns et aux autres. Mais c'est également un environnement, me semble-t-il, tout simplement intellectuel, culturel, qu'il faut arriver à créer autour de cette science. Et je crois qu'actuellement, on a quelques signaux positifs qui sont en train de nous arriver, mais nous ne contenterons pas que de signaux. Merci infiniment. Bien, merci à nos intervenants, merci à tous les participants et je vous invite à vous rendre dans la grande galerie pour le cocktail. On a pris un peu de retard, mais du coup, vous allez être stimulés pour le cocktail. Et avec les personnalités, nous allons procéder à l'inauguration de l'espace Utopia. Et comme disait Einstein, l'imagination est plus importante que le savoir. On va aller voir l'imagination et la stimuler.